Moi, j'habitais à Avignon, j'ai habité à Avignon pendant longtemps, donc c'est une ville que je connais très bien. Et cette ville, pour vous situer, Avignon, c'est vraiment une ville close, un peu comme Concarneau, en plus grand bien sûr, mais en tout cas, c'est une ville qui est emmurée dans ses remparts. Et le fleuve, le Rhône, passe à côté, ne la traverse pas, mais vraiment passe à côté. Et j'ai trouvé que c'était une terre. Moi, je l'avais déjà dit il y a 2 ans, quand je m'étais trouvée là, je suis une fille de paysan et j'ai besoin d'une terre pour écrire. C'est-à-dire j'ai besoin d'un décor, d'un lieu très précis pour commencer un roman. Et Avignon s'est un petit peu imposé avec sa chaleur, avec sa violence de climat. On m'a souvent dit, après les déferlantes, que le climat de la Hague était dur. Mais le climat d'Avignon est tout aussi dur, différemment, avec un soleil très brûlant, avec du vent, le Mistral quand il souffle. Et j'ai trouvé que, voilà, que c'était un territoire qui pouvait être intéressant, en tout cas pour créer une histoire. Alors les personnages, ils arrivent pas tous ensemble, mais bon, Marie est arrivée, Odon est arrivé, ils arrivent, Ce qui se passe, c'est que pour les connaître, moi j'ai besoin de les connaître avant de commencer une histoire. Donc pendant un certain temps, quelques semaines, je les fais vivre, j'écris sur eux, sur Marie par exemple, sur Odon, sans qu'il y ait d'histoire. C'est-à-dire, bon, bah, Marie, elle marchait dans les rues d'Avignon pour apprendre à les connaître, pour apprendre à savoir qui ils sont. Moi, j'ai besoin de savoir qui ils sont avant de commencer. Et donc, j'écris jusqu'à ce que, voilà, ils prennent corps. Odon, il a un physique. Mathilde, l'actrice, elle est grande. C'est une femme qui est très sûre d'elle en apparence. Hein, elle se la joue. Et j'avais besoin. Bon, moi, je rencontre pas des gens comme ça tous les jours. Et si j'avais pas passé par cette phase j'allais dire d'effleurement ou de rencontre sur le papier, je crois que je n'aurais pas pu la cerner comme ça. Et puis après, toutes ces pages qui m'ont servi à connaître mes personnages, ben, je les jette. Et puis l'histoire commence. Enfin, je jette pas vraiment, mais je les enlève, elles ne servent plus au livre. Et puis, mais j'ai vraiment besoin de les connaître, mes personnages, avant de commencer une histoire. Non, au début, j'avais Avignon, j'avais le lieu, j'avais le Rhône, j'avais le personnage d'Odon sur la péniche, qui est donc une péniche qui est amarrée de l'autre côté, donc en dehors de la ville, de l'autre côté du Rhône. Et j'avais Marie. Marie, elle a été là très rapidement. Pour moi, c'est le personnage principal, mais ça peut en être un des personnages principaux. En tout cas, c'est une toute jeune fille qui débarque à Avignon. Elle a traversé toute la France en stop. Elle n'a pas d'argent, elle est un peu paumée, elle est très fragile. Et elle vient dans Avignon pour retrouver son frère, mais son frère n'est plus là, son frère est mort. Mais il a écrit un très beau texte. Et ce texte est joué pendant le festival d'Avignon cette année-là, en 2003. Et Marie, elle veut entendre les mots de son frère. Elle vient au théâtre pour retrouver cela et essayer de renouer un petit peu avec lui. Donc l'idée du roman, il est parti comme ça, avec ce personnage un peu plein de fêlures, plein de déchirures. Elle est maigre. Elle a un anneau dans la lèvre, elle en a 2 dans le sourcil, elle en a aussi 2 dans l'oreille. Un peu comme sur la couverture, on s'est servi de cette image-là. Et elle va creuser, voilà, j'ai eu envie de ce personnage qui, par des questions, sent confusément qu'elle doit comprendre quelque chose. Parfois, on avance un petit peu comme ça dans la vie, on sent que quelque chose nous échappe, en tout cas qu'on ne connaît pas la vérité sur un sujet, et on creuse, c'est obsessionnel jusqu'à ce qu'on trouve. Et j'ai eu envie de suivre Marie sur ce chemin-là. C'est pas que ça m'intrigue, mais le deuil, c'est la chose la plus difficile à faire. Quand vous aimez quelqu'un, Marie a perdu son frère, elle l'aimait énormément. Dans Les Déferlantes, la narratrice a perdu son ami, son amour, c'était l'homme de sa vie. C'est très difficile d'oublier l'autre. Et pourtant, il faut continuer, parce que la vie, elle est là, parce qu'il y a cette énergie. Donc c'est peut-être je ne vais pas dire la question essentielle, mais en tout cas, comment continuer après la mort de l'autre?
On peut pas balayer ça d'un revers de manche. On peut pas. Alors bien sûr, on peut ne plus en parler. On peut essayer voilà, de faire en sorte que la vie prenne le dessus, de travailler et de forcer l'oubli. Mais moi, je pense que les personnages qui sont là ne sont pas dans cette démarche-là. Marie, elle ne se force pas à oublier son frère. Il est là, il l'accompagne. Elle n'arrive pas à continuer sans lui. Alors elle cherche une solution, comment grandir en fait. C'était une relation très fusionnelle, elle et son frère. Lui était écrivain, enfin dramaturge, il écrivait une pièce de théâtre, et elle tapait pour lui les textes. C'est-à-dire elle avait une petite machine, elle tapait pour lui, elle était toute jeune, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il écrivait, mais elle l'accompagnait sur ce chemin, et c'était très fusionnel toutes les deux, c'était une très belle histoire. Donc le deuil, moi, ça me met très en colère, la mort, quand quelqu'un qu'on aime, même un paysage, parfois un paysage qui détruit, c'est pareil, ce qui disparaît, c'est insupportable, la disparition de ce qu'on aime. Je crois qu'il y a deux morts. La première mort, c'est quand oui, le corps s'arrête, c'est fini. Mais la deuxième mort, c'est l'oubli. Quand tout le monde nous a oubliés, là, on meurt une autre fois. Celle-ci, elle est très cruelle. Et dans cette histoire-là, Paul Céliès a disparu, mais Marie continue à le faire vivre. Et il est vivant tout au long du texte parce qu'elle pense à lui, parce que c'est lui qui va, même s'il n'est plus là, en tout cas au travers du texte qu'il a écrit, c'est lui qui va faire s'entrechoquer et se révéler les secrets. Donc il est très présent, c'est un personnage qu'on ne voit pas, dont on entend parler. Il y a quelques scènes où on le voit en train d'écrire dans sa camionnette, mais c'est vrai qu'il est très présent et important. Et c'est une passionnée aussi, elle fait des photos. Ce que j'aime chez elle, c'est c'est une artiste à sa façon, elle a un appareil photo, c'est pas un grand truc, mais en tout cas, elle cherche dans les rues, alors elle prend pas des visages, elle prend pas des beaux costumes, non, elle prend ce que personne ne regarde, des choses abandonnées vous savez, quand vous êtes en ville, qu'il y a beaucoup de monde, vous trouvez des choses abandonnées sur les trottoirs, elle prend un vieux lavabo, une lampe, une petite lampe qu'elle trouve et qu'elle prend en photo, et puis elle a une idée un petit peu... J'ai trouvé pleine de poésie. C'est pour ça que c'est un personnage... Moi, je vais avoir du mal à l'oublier, Marie. Elle a créé une boîte à penser, une urne à penser. C'est-à-dire qu'elle a trouvé une boîte à chapeau dans les rues. Elle l'a fendue sur le dessus. Elle en a fait une ouverture. Elle l'a posée sur un banc, sur la place des Châtaignes à Avignon. Si vous allez à Avignon, vous retrouvez la place des Châtaignes. Et elle a mis des petits papiers à côté, un crayon. Elle a écrit « Urne à penser » en noir dessus. Et les gens qui passent à côté sur cette place prennent un petit bout de papier, ce qu'ils veulent, écrivent ce qui leur vient dans la tête, une idée, une pensée, une douleur, un coup de cœur, n'importe quoi, et ils le glissent à l'intérieur de cette boîte. Et le soir, Marie, elle vient, elle vide la boîte, elle récupère tous les petits bouts de papier, et puis elle les accroche dans sa chambre. Elle les punaise les uns à côté des autres, elle en punaise contre les vitres. Voilà, ça c'est ce personnage-là c'est ce personnage-là de Marie. Donc comment il a été créé, pour revenir à votre question, je ne sais pas, peut-être en regardant vivre un peu. Il faut regarder autour de soi. Si on regarde autour de soi, on arrive comme ça à trouver des petites perles. Odon, il était marié, il avait une petite fille, il vivait sur la péniche. C'était un mec sans histoire. Sa femme était bien, elle était agréable, elle était intelligente, tout allait bien, ils avaient une jolie petite fille. Et puis un jour, Odon, il était en ville par hasard et il a rencontré Mathilde. Et c'est vraiment la rencontre comme ça qui a bouleversé sa vie. Il a quitté sa femme, il a quitté sa fille. Il n'a pas réfléchi, ça l'a emporté. C'est une passion amoureuse qui a duré 1 an et demi. Je ne la juge pas, je ne le juge pas. C'est comme ça. Parfois, il y a des sentiments qui emportent les gens et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont aimés très, très violemment, très intensément. Et puis Mathilde est partie. Mathilde l'a quittée parce qu'elle avait besoin d'être... elle faisait du théâtre, c'était une actrice de théâtre, mais qui ne rencontrait pas le succès pour l'instant. Et puis quand elle a trouvé le texte de Paul Céliès, elle a compris que ce texte-là allait la révéler,
voilà, c'est une rencontre aussi forte qu'une rencontre amoureuse, et donc elle a quitté Odon parce elle a pensé qu'elle n'arriverait pas à être célèbre et à continuer à aimer cet homme en même temps. Alors après, la question, est-ce qu'elle a eu raison ou pas? Moi, je pense qu'elle a eu tort. Je pense qu'elle aurait dû rester avec lui quand même. Mais bon, elle a décidé de partir, de le quitter. Si vous lisez le livre, vous verrez, elle est vraiment très sûre d'elle. Elle a réussi. Tout le monde la connaît. Elle est adulée partout. Mais derrière ce masque, derrière cette façade, il y a des fêlures. Il y a le souvenir de sa mère qui est morte. Il y a ce père qu'elle essaye de retrouver. Et il y a un long chemin à faire pour que ces deux-là arrivent à se parler à nouveau. Donc voilà, derrière elle est célèbre aujourd'hui, mais elle a énormément de manques. Donc voilà, c'est un personnage très ambigu, très, très douloureux en fait. Je pense qu'elle a fait ce choix de partir et de tout sacrifier pour être célèbre parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je crois qu'elle, enfin, je ne sais pas, chacun, ceux qui liront le livre, se feront leur idée. Mais moi, je pense qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas réussir. Par rapport à son père, par rapport à l'histoire de son enfance que l'on découvre dans le livre, elle devait être célèbre. Elle devait montrer à son père, en tout cas, qu'elle y était arrivée. Et donc, je ne crois pas que ce soit le lot de toutes les femmes. Les femmes arrivent très bien à vivre, à réussir leur carrière, à aimer. Je crois que tout cela, au contraire, ça sublime. Quand on aime quelqu'un et qu'on est aimé, je crois qu'on est beaucoup plus fort et que ça transcende absolument tout. Sa faiblesse, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas restée à Odon. Enfin, moi, je pense ça. Mais preuve qu'un écrivain, il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que si j'avais vraiment décidé pour elle, je n'aurais pas tout à fait ça. Mais bon, son caractère est ainsi. Ça allait avec elle, complètement. Je crois qu'il l'aime. D'ailleurs, depuis qu'elle est partie, il vivait sur sa péniche, et il lui a dit, quand elle est partie, qu'il laisserait une petite lampe allumée au-dessus de la porte de sa péniche. Et elle est partie, des années ont passé, plus de 5 ans, et l'ampoule, bien sûr, a grillé, il l'a changée, l'ampoule a grillé, et depuis, la lampe est allumée. Donc je pense qu'il l'aimait profondément, mais voilà, il sentait qu'elle avait besoin d'autre chose et que la retenir ne servait à rien. Je crois que... Alors, on peut dire peut-être qu'il a été faible, peut-être qu'il aurait pu davantage. Moi, je ne le juge pas, je le trouve assez... Non, il l'a laissé. Il n'a pas voulu être un poids pour elle. Je crois que c'est surtout ça. C'est dur c'est rare. La rencontre amoureuse est quelque chose de rare, de précieuse. Odon a rencontré cette fille. Oui, je crois qu'il l'aime toujours. Et puis il faut de la force, il faut de l'énergie. Ils n'ont plus 20 ans. Donc ils ont déjà un âge, je ne sais pas exactement, enfin je ne me souviens plus quel est. Mais bon, en tout cas, il faut de l'énergie pour repartir dans une histoire d'amour. Odon, je pense, n'a pas très envie, en tout cas pour l'instant. Elle a des amants, voilà, elle fait beaucoup de rencontres, donc c'est peut-être plus facile, mais elle n'a pas d'amour. Il faut attendre, il faut être patient, c'est un cadeau, ça, hein, quand vous rencontrez un amour. Elle dit à un moment à Isabelle qui est une vieille dame dans le roman, qui porte la mémoire de la ville. Il existe comme ça des vieilles personnes dans Avignon qui savent énormément de choses sur l'histoire, hein, sur la création du festival et tout cela. Et Mathilde, à un moment, lui dit « L'amour est une île », et elle explique que quand on la quitte, on ne revient pas. Et ça, c'est vraiment tout le personnage de Mathilde qui se met des barrières, c'est-à-dire moi, je ne suis pas d'accord avec cela, mais elle pense que quand on aime quelqu'un, son histoire avec Odon, c'était très fort, c'était très intime, ils étaient ensemble. À partir du moment où elle en est partie, même s'ils se sont revus, ils ne peuvent pas renouer, ils ne peuvent pas recommencer. Elle n'arrive pas, en fait, elle ne se permet pas cela. Moi, je crois qu'elle a peur. Finalement, elle est très fragile. Aimer fait peur. Quand on aime, il faut se mettre à nu, il faut se donner. Si on aime et qu'on se protège, eh bien, ça ne donnera pas une très belle histoire. Et donc, elle se met des barrières. Voilà, elle s'auto-censure quelque part en disant cela. Et j'ai trouvé que le titre allait bien avec le livre. Déjà parce que Avignon est une île aussi. Avignon est cerné par ses murs, donc ça ressemble à une île.
Et puis, voilà, le titre c'est tout naturellement imposé sur cette histoire. Le fait que c'est vrai que c'était très violent en 2003. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient à Avignon, en tout cas cette année-là, parce que des comédiens voulaient jouer, étaient là pour montrer leur travail, pour présenter une pièce de théâtre. Il y a souvent 1 an de travail derrière. Ils arrivaient à Avignon avec leur troupe, avec leurs rêves, et ben on les empêchait de jouer. C'était pas possible. Donc c'était très violent. Il y avait des larmes, il y avait des scènes de... Voilà, les gens déambulaient dans les rues à ne pas savoir. Certains jouaient, d'autres pas. C'était très confus tout ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'asseoir une histoire sur un terreau comme ça, la chaleur extrême, 2003, la canicule, la violence des rues, tout ce mouvement, les manifestations. Il fallait savoir qu'il y avait toujours du monde, des groupes qui déambulaient dans les rues. Et en face de ça, montrer la petite histoire des petites gens. Moi j'aime bien ça. Et plus j'avance en écriture, plus j'aime aller voir les gens que personne ne voit. On ne fait pas attention à eux parce que ils n'ont pas de grand destin, ils n'ont pas de... Et pourtant, ils sont pleins de poésie. Et si on sait s'arrêter et les regarder, eh bien, on découvre un monde merveilleux. Donc, c'était intéressant pour moi d'opposer cet univers de chaleur et de mouvement et de bruit à ces petites vies presque minuscules, comme ça, et de montrer l'histoire en parallèle. Je trouve que ça les faisait résonner davantage. Elle est très belle, Isabelle, oui. Elle vit... alors, elle n'existe pas vraiment, sans doute, dans la vraie vie, mais il existe beaucoup de personnages à Avignon, de vieilles dames comme ça, ou de monsieur, qui se souviennent de Gérard Philipe, de Jean Vilar, et qui racontent des histoires, qui ont de vrais souvenirs. Et c'est très intéressant de les rencontrer. Et Isabelle, dans le livre, elle ouvre sa maison, comme vous le dites, à des jeunes. Mais c'est très dur de se loger dans Avignon. Elle a un grand appartement ancien, et donc elle a des pièces, des chambres qui sont vides, elle a des tas de matelas comme ça. Donc les jeunes qui viennent, qu'ils aient du talent ou pas, ce que j'aime chez elle, c'est... On revient au personnage de Julie, elle aime la jeunesse, elle aime leur beauté, elle aime voilà, ce qu'ils inventent, ce qu'ils sont. Et donc elle ouvre sa maison, et puis ils s'installent comme ça. Et très brutalement, après les 3 semaines de festival où tout bouillonne, imaginez, c'est comme une maison quand pendant les vacances, il y a plein de monde dans la maison. Et puis toc, un jour, tac, ils s'en vont tous. Et là, il faut se réhabituer au silence, il faut se réhabituer à autre chose. Alors il y a un soulagement, mais il y a aussi la notion du grand vide, parce que bon, quand il n'y a plus de bruit, eh bien le festival, c'est un petit peu ça. À la fin de l'histoire, tout le monde s'en va. On décroche les pancartes. La ville retrouve son silence, et le personnage d'Isabelle s'en va à Ramatuelle, apporter des tombes des fleurs à Gérard Philipe, comme elle le fait toutes les années. Pendant 3 semaines, tout est possible. On voit des choses, on voit des spectacles magnifiques, on entend des textes extraordinaires, des choses qui le sont moins, mais en tout cas, ça nous fait vibrer, c'est quand même quelque chose de très fort. Et pour les jeunes, il y a des rencontres amoureuses à tous les coins de rue, on peut rencontrer l'autre. En tout cas, c'est cette espérance-là. Et elle les porte aussi, il y a la musique, il y a les saltimbanques de rue. C'est 3 semaines voilà, très très particulières. Oui, j'en ai rencontré à Avignon. Oui. Et ça bouleverse, c'est des êtres qui sont... On veut les aider, on essaye, tout le monde, tous les gens qui frôlent des gens comme Marie ont envie de les aider. C'est pas simple et c'est pas tous les jours que ça réussit. Il faut trouver le bon geste, le bon mot, au bon moment. C'est des êtres très très fragiles. Non, je crois qu'on n'invente jamais vraiment, sauf si on fait de la fiction, mais moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, qui prend beaucoup de notes, même quand je ne sais pas pourquoi je les prends. C'est-à-dire que j'ai toujours des carnets. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une lectrice qui m'a offert un carnet. Je trouvais ça très, très sympathique. Je note beaucoup. Donc, je pense que les personnages arrivent... J'ai l'impression de les inventer, de les créer de toutes pièces, mais ils arrivent parce qu'il y a un bagage avant, parce que pendant des mois, j'ai noté, j'ai regardé, et après, le personnage se construit en fonction de l'endroit où il est. Par exemple, Lambert dans Les Déferlantes, ça a vraiment été
plusieurs personnages, plusieurs petits détails pris comme ça qui ont créé Lambert. Et puis cette stature un peu d'épaule large, à la Hague, je ne pouvais pas mettre un petit poids, c'était pas possible, il fallait un gars comme ça. Donc l'endroit aussi impacte beaucoup sur leur caractère aussi. Marie, elle, sans doute que si j'avais écrit le livre dans un autre, peut-être à Brest par exemple, Marie n'aurait peut-être pas été tout à fait comme elle est ici. Ça, je le pense. Aussi frêle, aussi, elle n'aurait pas tenu dans le vent. Voilà. Non, mais voilà, il faut qu'il y ait une... Enfin, en tout cas, moi, je les sens bien appuyés, mes personnages. La petite Marie, ouais, c'est la rate de Brest, elle s'envole, quoi. Dire que ça me vient naturellement, c'est un peu rapide quand même. Non, ça me demande beaucoup de travail, mais je suis quelqu'un qui n'a pas une vision large des choses dans la vraie vie. Par exemple, là, je vous regarde, mais je n'arrive pas à voir vraiment la salle dans sa totalité. Je vois une somme de petits détails comme ça qui s'ajoutent. Et dans l'écriture, c'est un petit peu comme ça. Je ne vois pas les choses avec beaucoup de distance. Je m'avance, je zoome un petit peu. J'ai besoin de voir les petites choses. Et c'est les petites choses qui font avancer un texte. Mais il faut du temps. Vous savez, pendant plus d'1 an, vous vivez avec les personnages tous les jours. Vous êtes un petit peu collé à eux. Et puis, moi, je suis pas... Enfin, comment dire ça? Je me trouve pas très intéressante. Je veux dire, voilà, ma vie, c'est pas ce qui c'est eux. Donc, je deviens un petit peu... Enfin, je deviens pas eux. Mais en tout cas, c'est eux qui ont la force. Pendant 1 an et demi, vous êtes collé à leurs émotions, à comment ils vont avancer, à les suivre. Mais c'est vrai que c'est passionnant quand même de créer des personnages. Mais on ne les quitte pas. Le prince russe dans Seul Venise, il y a des personnages qui restent très attachants. Je pense, oui, au prince russe dans Seul Venise. Alors oui, je vois quelqu'un qui fait oui avec la tête. Moi, je ne l'ai toujours pas oublié. Il rentrerait là avec son fauteuil roulant et son gros corps. Ça ne me surprendrait pas. Alors qu'il y a d'autres personnages que j'ai, voilà, qui prennent de la distance, et c'est très bien. Mais d'autres, on les aime. Oui. Non, j'écris depuis très très longtemps. J'ai commencé à écrire, je devais avoir 15 ans. J'étais toute jeune, avant même de lire. J'écrivais déjà parce que chez moi, il y avait du papier et un crayon. C'était facile de trouver cela. Un instrument de musique, la peinture, c'est plus compliqué. Il faut des magasins, alors que le papier... Donc non, j'ai commencé à écrire il y a très longtemps. Mais sans dire, sans penser, j'écris. Je faisais la chose parce que j'avais besoin de laisser trace, de raconter des histoires. Je ne travaillais pas bien à l'école, donc ça marchait pas trop de ce côté-là pour moi. C'était pas très bien parti. Les garçons, c'était pas... Bon, j'étais un peu boulotte, ils me regardaient pas trop. Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Donc, ça marchait pas trop comme ça non plus. Je regardais mes copines qui, elles... Bon, ça me faisait envie, mais je sentais que, voilà, c'était pas... Donc, voilà, l'écriture s'est un petit peu imposée et je l'ai jamais lâché. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et mon premier roman a été publié en 2001, mais avant, il y a eu 7-8 romans qui ont été refusés, que j'avais envoyés en me disant, tiens, maintenant qu'il y en a suffisamment et que je suis arrivée à raconter une histoire, peut-être que ça pourrait faire un livre. Mais il y a eu un long chemin, ça a été très très long pour arriver à cela. Quand vous sentez que vous avez mis des mots les uns à côté des autres, et qu'ils ont pris sens, et qu'ils ont pris sang, j'allais dire du sang, S-A-N-G, c'est-à-dire émotion, ça c'est quelque chose c'est des moments de grâce parce que, alors ils sont rares, non, ils arrivent ces moments-là. Parfois vous avez des moments de grâce, vous écrivez une page, ça m'est arrivé très souvent, d'écrire une page, de travailler, de trouver que c'était juste, c'était ça, et la relire le lendemain, et de ne plus trouver cette émotion-là et d'être obligé de jeter ou de retravailler, de reprendre. Ça, c'est tout le travail de l'écriture. Il est très, très long. Mais c'est beaucoup de travail de trouver le mot juste. Enfin, moi, c'est plus que raconter des histoires, c'est ce qui m'intéresse peut-être le plus, de décrire. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le détail, trouver le mot qui va donner à la personne qui va lire la juste signification.
Une couleur, il ne faut rien laisser au hasard. Une couleur, il faut pas dire qu'elle est rouge ou marron, il faut essayer de toucher au plus juste pour que la personne qui va lire le livre ressente cela. Oui, il y a des moments où on est avec l'écriture et puis, bah oui, manger à heure fixe, c'est quelque chose qui est vraiment très secondaire. Il ne faut pas lâcher le fil aussi. Il y a un moment où vous êtes vraiment enfoncé dans votre texte. Et bon, bah voilà, moi, en plus, c'est vraiment très, très agréable, très euphorisant, parce que vous avez l'impression d'être au nœud de la création. Vous créez, vous avancez, il ne faut pas lâcher. C'est comme un peintre qui est vraiment dans sa toile en train de dire, j'allais dire, mais je le garde, de dire ce qu'il a à dire avec ses couleurs. Il ne va pas s'arrêter parce que c'est midi pour aller manger, sinon il casse. On ne peut pas faire ça. Donc oui, il y a des moments où je suis comme ça, où je suis dans l'écriture, et puis après j'en sors et je retrouve les amis, je retrouve la famille, et il faut aussi qu'il y ait cette part-là de la vie. Il faut les amis, il faut la famille pour pas perdre de vue, voilà, que la vraie vie, elle est quand même ailleurs que dans les livres. Quand j'écris, ça, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas penser qu'on sera lu, sinon je ne vais pas dire triche, mais en tout cas, on va forcément changer le cours du livre. On va soit l'adoucir, soit le rendre plus joli, soit le rendre plus lisible. Le livre a une fin un petit peu particulière, et je ne vais pas dire la fin, comment il se termine, mais si j'avais pensé en l'écrivant au lecteur, certainement je n'aurais pas fait cette fin-là. Voilà, donc je crois que c'est aussi... en tout cas, moi, quand j'écris, j'essaye de ne pas rentrer dans cette logique-là, de me dire mon livre va être lu. Même si je le sais forcément, mais j'essaye quand même de ne pas trop me laisser influencer par ça. J'ai été institutrice parce que l'écriture, je ne pouvais pas vivre avec mon écriture. C'était ainsi. J'ai concilié cela d'une façon assez simple. Bon, institutrice, j'avais 4 jours d'école. Donc il me restait le mercredi et les week-ends et les vacances. Voilà, tout le monde sait que les enseignants ont beaucoup de vacances. Donc voilà, les temps de vacances étaient vraiment consacrés à l'écriture. Et après, quand j'ai commencé à publier, très rapidement, en 2002 ou en 2003, je me suis mise à mi-temps. C'est-à-dire que je travaillais plus que 2 jours par semaine, de façon à vraiment consacrer le reste de mon temps à l'écriture. C'est-à-dire j'avais de quoi me nourrir, de me chauffer, 2 jours par semaine, et je pouvais vraiment foncer. Et ça a été important pour moi de faire ce pas-là. Et puis maintenant, avec les déferlantes, je peux vraiment Mais s'arrêter complètement m'a fait quand même poser des questions. Parce que quand j'ai décidé de me mettre en disponibilité, je me souviens m'être demandé comment j'allais vivre tout le temps avec l'écriture. Si cette chose-là allait être possible, si j'allais pas être rejetée par l'écriture, parce que ça aurait très bien pu arriver. Si l'école n'était pas un équilibre pour moi, et voilà, donc il y a quand même eu des questions qui se sont posées. Un succès comme les déferlantes légitime un peu le fait d'écrire, c'est-à-dire ça vous donne un peu confiance. C'est Raymond Carver qui disait ça. Il disait que le succès donne un peu confiance en soi, et avoir confiance, ça fait du bien. Donc voilà, il avait cette expression que je reprends un peu, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas quand on écrit qu'on est très peu lu. Voilà, on ne sait pas trop ce que l'on fait, si ça a de la valeur, si ça n'en a pas. Enfin bon, même si un succès ne veut pas forcément dire qu'on est un grand écrivain, ça je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais ça légitime en tout cas le fait de se lever tous les jours et d'écrire et de mettre des mots et d'avoir la prétention de vouloir être lu. Mais ça n'enlève rien au doute. C'est-à-dire que les déferlantes, c'était très bien, c'est une chance inouïe. Quelque chose comme ça vous arrive, c'est un grand bonheur. Ça donne du temps, ça permet d'avoir une vie particulière. Moi, je suis là aujourd'hui. Il y a des jours, je me dis, mais quel jour on est? Voilà, tout à l'heure, j'étais sur la presqu'île du Crozon, mais j'en pleurais de bonheur. J'étais là, j'avais le temps. Je suis même arrivée en retard parce que j'ai voulu prendre un bain. Je me dis, il faut goûter à l'eau. C'est pas possible d'être là et de pas prendre ce plaisir-là. Donc voilà, les déferlantes, ça donne tout ça. Ça donne du temps pour l'écriture, du temps pour la vie, et c'est important.
Mais quand je me retrouve devant la page, j'oublie les déferlantes, c'est très bien, et il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis, c'est pas parce qu'il y a eu les déferlantes que... voilà, il faut continuer, il faut être exigeant. Moi, j'avance pas avec les compliments, j'avance avec mes manques, avec ce que je vois qu'il faut reprendre, qu'il faut refaire. Les déferlantes vont être adaptées au cinéma, donc c'est Éléonore Fauché qui est la réalisatrice. Elle a fait un très beau film qui s'appelle Les Brodeuses, qui est plein de sensibilité, voilà, et qui me semble colle en tout cas très bien à mon univers. Par contre, c'est vraiment elle qui écrit le scénario, c'est elle qui gère absolument tout. Moi, je ne veux pas prendre part dans son travail parce que déjà, je ne suis pas compétente dans les images, c'est un autre support. Elle va filmer, elle va montrer, elle va prendre des vrais personnages. Moi, mon Lambert, Théo, ils sont dans ma tête, c'est les miens. Donc c'est vraiment son œuvre à elle. Je fais vraiment la part des choses, à savoir que j'ai écrit ce texte et le film sera son œuvre à elle, ce sera son travail à elle. Après, c'est une question de confiance. Et puis je pense aussi qu'il faut aussi se détacher d'un roman. C'est-à-dire si je gardais un droit de regard sur le scénario des déferlantes, j'aurais l'impression que les déferlantes me tiennent toujours par le col, vous savez, et m'empêchent d'avancer. Maintenant, moi, j'ai besoin de les distancer un petit peu et d'aller vers d'autres livres. J'ai envie d'écrire d'autres livres. Il y a dans cette histoire, alors je ne vais pas trop raconter, mais quelqu'un écrit un texte et d'autres personnes vont le jouer sur une scène de théâtre. Ces personnes qui jouent sur une scène de théâtre apprennent le texte. Si vous êtes allé au théâtre, mais ils ne le récitent pas d'une façon neutre. Et à Avignon, on voit travailler des gens comme ça. Ils l'apprennent, ils intègrent le personnage, ils deviennent, ils ne sont plus eux-mêmes. Les acteurs, quand ils montent sur scène, la Jogard, dans ce livre, il y a un personnage important de la Jogard, qui est une actrice devenue célèbre. Quand elle entre sur scène, on voit très bien qu'elle n'est plus elle et qu'elle devient, qu'elle incarne. Voilà le mot que je cherchais depuis, c'est ça, c'est l'incarnation. Et je trouve ça assez magique que on puisse avoir cette force-là, qu'un texte puisse avoir cette force-là, voilà, de changer une personne qui va le rendre sur une scène. Et donc, voilà, le livre tourne autour de cette question-là. À qui appartient un texte? Est-ce que l'écriture suffit? Est-ce que celui qui écrit suffit pour tout dire? Ou est-ce qu'après, ceux qui le donnent à entendre ne sont pas tout aussi essentiels? Alors, j'apporte pas de réponse, c'est simplement une question dans le roman. Non, le passage aux éditions Actes Sud s'est passé naturellement. C'était la même maison, puisque les éditions du Rouergue appartenaient à Actes Sud. Donc, d'un commun accord, on a pris cette décision-là. Non, il n'y a pas de pression. J'ai de la chance. Enfin, de toute façon, je ne pourrais pas travailler avec des éditeurs qui me mettent la pression. Simplement, à un moment, c'est vrai que le travail de l'éditeur, c'est aussi de m'arracher, de me reprendre le texte. Sinon, je crois que je le garderai tout le temps. J'ai beaucoup de mal à rendre un texte. C'est très difficile de donner, parce qu'après, vous ne pouvez plus retoucher. Quand je relis des fois à haute voix, dans des rencontres comme ça, ou dans des bibliothèques, on nous demande de lire à haute voix des chapitres. C'est quelque chose, c'est un exercice que j'aime bien faire, mais on aurait envie de retoucher. Il y a des peintres, je ne sais plus si c'est Corot qui allait au musée du Louvre avec une petite palette minuscule de peinture et un pinceau. C'est vrai, et il retouchait comme ça discrètement quand le gardien avait le dos tourné. Mais oui, mais moi je trouve ça, je comprends ce besoin. Voilà, on retouche peut-être un petit peu de couleur et puis. Et nous, moi, j'aimerais pouvoir le faire. Non, il n'y a pas de pression. Les éditeurs sont... Enfin, Sylvie Gracia, avec qui je travaille depuis 10 ans, et Bertrand Pi, qui donc m'accompagne maintenant depuis que je suis chez Actes Sud, sont des éditeurs qui comprennent qu'il faut du temps. Ils sont infiniment... Ils sont très près de leurs auteurs. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut dire, bon, maintenant, c'est bon, ça va, il faut le rendre. Bien, merci beaucoup, Claudie Gallet.
Oui.